Et ces deux invités, c'est Nicolas Philippe et David Gruson. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler donc de médecine, des espoirs dans la lutte contre le cancer, de biologie, de bioéthique, mais ni l'un ni l'autre, si je ne me trompe, n'est médecin. Non. Donc, je vais simplement vous demander de nous dire brièvement, en quelques mots, vos parcours respectifs. On commence par vous. Alors, je suis professeur à la chaire santé de Sciences Po à Paris. Et puis, on a initié avec une série de collègues, professionnels de santé et puis universitaires, une initiative pour la régulation du déploiement de l'intelligence artificielle en santé. J'ai exercé des responsabilités dans le système de santé au niveau national et en direction d'établissements de santé. D'accord. Et vous, Nicolas Philippe? Donc moi, je suis mathématicien de formation. J'ai soutenu une thèse en bioinformatique. Et ensuite, je me suis spécialisé dans les domaines de la génomique et du cancer. Et c'est de là que la start-up est née. Alors, vous avez créé une start-up qui s'appelle Sequan. Exactement. Alors, on peut dire que c'est une start-up qui est au croisement de la génétique et de l'informatique. Exactement. Donc, permettez-moi de repositionner un peu la génomique dans le contexte médical. Qu'est-ce qu'on appelle la bioinformatique? Alors, avant la bioinformatique, on va aller déjà dans la médecine génomique. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine a cessé de progresser, enfin a continué de progresser et ne cesse de progresser, évidemment. Mais on se retrouve avec des cas de figure où on va traiter les patients à l'échelle d'une maladie. Donc voilà, on va avoir des médicaments plutôt génériques sur des patients et ça s'applique dans la majorité des cas, mais pas pour tous les cas. Et donc du coup, on va avoir des gens qui vont être ce qu'on va appeler en échec thérapeutique. Donc le sujet de ça, c'est plutôt d'essayer de leur apporter une réponse personnalisée. Donc on va être dans la mouvance de ce qu'on va appeler la médecine personnalisée, pour essayer de redescendre d'un cran. Ce qui veut dire que votre société, ce qu'on appelle une biotech, elle analyse en fait le patrimoine génétique des patients, c'est ça qu'elle fait? Exactement, et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin, parce que finalement, la génétique, donc le gène en question, c'est l'unité de mesure la plus précise, la plus caractéristique d'un événement. Exactement, la plus personnelle. Donc on a accès à toutes les informations. Donc dans le cadre d'une maladie, lorsqu'il y a une anomalie au niveau de l'ADN, on peut agir directement dessus. Donc la médecine génomique, c'est ça, c'est comment agir au niveau de l'ADN pour mieux soigner les gens. Vous êtes en amont en fait de cette médecine. Exactement, on est en amont de cette médecine. On va essayer d'agir avant que la maladie soit présente. Alors David Gruson, ces nouvelles techniques, on va en parler, hein, mais ça pose une série de questions éthiques. C'est pour ça que vous avez créé cette association Éthique Santé et l'initiative Éthique Intelligence Artificielle. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, alors Éthique IA est partie du constat simple. Il y a un problème éthique évident, c'est d'abord, il faut le redire, l'insuffisance du recours au numérique dans notre système de santé. Français? Donc, oui, bien sûr. Prenons une série d'exemples. L'insuffisance rénale chronique, certains problèmes de fonctionnement de notre système auraient pu être évités si on avait eu recours plus vite aux technologies telles que celles qui viennent d'être évoquées. Simplement, le déploiement de ces technologies, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut identifier un certain nombre de risques éthiques concrets, réels, liés à leur déploiement. Il faut réguler. Exactement. C'est ce qu'on appelle la régulation positive, en essayant de définir des outils, de la certification professionnelle, de l'accompagnement à l'évolution des métiers. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'expriment chez les professionnels de santé aujourd'hui sur que va devenir le métier de radiologue demain, d'ophtalmo. Il y a des outils qui permettent de mieux anticiper. Donc il faut bien réguler en fait la marge de manœuvre qu'on va laisser à l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de la santé, parce qu'évidemment ça touche de près tout le monde. Oui, il faut être concret. Il y a beaucoup de fantasmes, avec notamment le fantasme de la domination de l'homme par la machine. Il faut revenir sur des approches beaucoup plus précises de risques éthiques qui sont identifiables, comme par exemple le risque, une intelligence artificielle, c'est un algorithme qui va, à partir du calcul de grands nombres, de probabilités, définir des orientations d'aide à la décision. Or, ce type d'approche peut conduire à une minoration de la prise en compte de la personne individuelle. C'est ce type de situation qu'il faut essayer d'anticiper, de réguler avec des outils pratiques, par exemple un deuxième avis médical, une régulation au fil de l'eau de la manière dont l'algorithme peut se déployer et de l'éthique dans l'approvisionnement en données de ces algorithmes. Alors, vous avez cité tout à l'heure la médecine génomique. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment il y a eu un congrès mondial contre le cancer à Chicago. Expliquez-nous en deux mots, de quoi s'agit-il? C'est quoi la médecine génomique? Alors déjà, donc, ce que je disais, ça va récupérer les informations dans l'ADN qui vont être médicalement utilisables. Et pour rebondir sur ce qu'a dit M. Grusin, je pense que il faut que ça soit médicalement utilisable par un expert de la santé, un médecin ou un clinicien. Donc, on est vraiment d'accord dans cette mouvance que la donnée, effectivement, le fait de mettre en avant le patrimoine génétique, c'est une donnée confidentielle, à la fois très structurée et caractéristique. Finalement, c'est encore plus personnel que l'adresse postale de l'individu ou son empreinte génitale. On a encore plus d'informations. Donc, il faut être capable de... Donc,
voilà, donc il y a des données qui doivent être sécurisées, donc cadrées via les best practices, via des normes, parce que c'est des médicaments... Mais d'un point de vue médical, ça veut dire que la tumeur, elle peut être détectée, la tumeur cancéreuse, elle peut être détectée génétiquement. Oui, si on redevient un peu de pédagogique, finalement, une tumeur, c'est quoi? C'est une dérégulation de la cellule à partir d'un moment dans le temps, qui fait que la cellule ne va plus mourir, et donc du coup va continuer à grossir, ce qui va provoquer un cancer, une tumeur cancéreuse. Une prolifération de une prolifération des cellules. Donc du coup, il faut comprendre quel mécanisme qui a été dérégulé à un moment donné. Donc c'est là où il faut agir, trouver les anomalies avec ces outils pour comprendre la bonne piste et agir dessus, donner directement le bon traitement plutôt que de travailler à l'échelle d'une cohorte de patients et donner des traitements qui ne vont pas s'appliquer à tout le monde. Vous n'êtes pas médecin, mais selon vous, tous les cancers sont concernés par la médecine génomique? Ouais, alors j'aimerais apporter une nuance là-dessus. Il y a c'est une question. Ce qu'on appelle, on n'est pas génétiquement avec un cancer. On a des prédispositions au cancer. Il y a des personnes qui ont plus de fragilité. C'est pas là qu'on va agir. Ça, c'est un autre débat. Mais au moment où le cancer naît et provoqué, on a une altération et la source est de fait génétique. Alors, d'une manière générale, on peut dire que la question, c'est comment, en fait, mettre l'intelligence artificielle au service de la recherche médicale. Oui, tout à fait. Alors, il faut être pragmatique, développer des outils. C'est ce que nous faisons avec l'Institut hospitalo-universitaire Imagine. Nous développons un prototype de normes de bonne application de l'intelligence artificielle aux données génétiques. Ça devrait être finalisé d'ailleurs dans le mois qui vient. Et puis après, deuxième élément, vous y contribuez ce soir, il faut sensibiliser l'opinion publique. Lui expliquer qu'il faut sortir des fantasmes, avoir une approche plus précise. C'est ce que j'essaie de faire dans le livre que j'ai sorti la semaine dernière, qui vise précisément à traiter ou aborder la question de qu'est-ce qui se passerait finalement. Je parlais de la mise en tension de la valeur de la personne individuelle et de l'intérêt collectif. On le voit, votre livre, c'est celui-là. Oui, oui, merci. Alors, Alors... Non, mais c'est intéressant parce que en même temps, c'est un roman. Oui, c'est ça, c'est un roman. C'est rendre toutes ces notions faciles à aborder. C'est un cas d'anticipation qui a été imaginé il y a un an. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un risque d'épidémie d'Ebola dans Paris et qu'il était géré par intelligence artificielle? D'ailleurs, petite parenthèse, on est sur TV5, je ne peux pas, en évoquant le livre, ne pas envoyer un message de solidarité à la République démocratique du Congo avec cette épidémie dans la région de Mbandaka. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est que le sujet n'est pas la technologie, c'est la manière dont on l'utilise, la manière dont on la régule au fil de l'eau, la nécessité de mesurer ses apports majeurs, mais aussi d'éviter les dérives qui sont aussi liées aux défaillances humaines dans l'usage de ces technologies. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche médicale, pour vous, c'est une évolution irréversible? C'est absolument irréversible, c'est une transformation majeure de notre système de santé. Il faut mesurer que c'est un des enjeux de la révision de la loi de bioéthique qui s'annonce à l'automne. Si nous mettons trop de réglementation dans cette loi française en 2018, il ne faut pas avoir de doute ou d'illusion, l'innovation se développera ailleurs. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'action chez eux, de la même manière que Netflix s'impose dans nos foyers sur le recours aux séries télé, demain pourra se développer, si on ne soutient pas l'innovation en France, une solution d'intelligence artificielle en santé efficace, dont les patients et les professionnels demanderont l'importation, mais sur laquelle nous n'aurons pas d'assurance sur le caractère éthique de sa constitution en termes de données de santé. Il faut que le législateur trouve le juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut en même temps ne pas jouer aux apprentis sorciers, mais il ne faut pas non plus se faire déborder par la concurrence. Rappeler les grands principes, et il y en a une notion clé, la notion de garantie humaine. C'est ce que nous développons avec l'initiative Etiquea. C'est ça l'enjeu, en fait. Exactement, l'enjeu est là. Qui pourrait aujourd'hui parler d'un monde sans Internet? Internet peut être utilisé pour des fins de dérive, comme pour des canaux de communication avec les terroristes, mais c'est aussi un monde où on a plein de connaissances. Donc je pense que la génomique, c'est pareil. Il faut que ça soit un outil qui soit à l'échelle du médecin et qu'on puisse exploiter les informations médicalement utilisables et les utiliser à grande échelle et pouvoir les partager, mais de fait, laisser cet outil sous contrôle du médecin avec la sécurité requise, et c'est un peu notre quintessence et la philosophie de Sequan, pour pas que ça soit utilisé à des fins dérives. Et dans ce domaine de la recherche, les start-up françaises comme la vôtre, elles sont dans le peloton de tête? Exactement, donc ça on peut c'est avoir... une question, hein. Oui, non, mais on peut avoir quelques mots sur la start-up. Finalement, moi je suis chercheur du monde académique. Avant, on est dans un vivier de connaissances en France, avec la France est l'un des plus grands pôles mondial d'innovation. Et finalement, ce qui manquait peut-être dans ce secteur académique, c'était la flexibilité et la rapidité que pourrait apporter une start-up avec les méthodologies qui va bien. Donc finalement, d'utiliser une start-up pour pouvoir
booster un peu ce qu'on apprend dans les recherches publiques, ça a été une réussite pour nous. On s'est entouré, maintenant on est des gens, des cadors en compétences dans tous les domaines, en big data, en sécurité. Et maintenant, on est une bande d'amis qui cherchent à progresser. C'est quoi les autres pays concurrents? C'est les États-Unis, la Chine? Je pense qu'il y a à peu près partout en Europe, il y a un certain nombre de gens, il y a une mouvance qui fait que la médecine génomique doit être démocratisée à grande échelle, parce que c'est une certaine révolution. Mais aujourd'hui, en termes de succès, je pense, nous, SecOne, c'est que ça fait 1 an qu'on est créé, et maintenant on est utilisé dans une vingtaine d'hôpitaux publics et privés. Et on a fédéré une dizaine de personnes autour de nous. Vous êtes financé par de l'argent public et privé? Exactement. C'est-à-dire par l'État? Au départ, nous, on a été aidés. Donc, on a la chance à Montpellier d'être dans un écosystème très favorable. Donc, on a été aidés par tous les organismes publics et privés de Montpellier. Bon, après, il y a certaines banques comme la BPI qui financent l'innovation. Et ensuite, là, il y a... La Banque publique d'investissement? La Banque publique d'investissement, exactement. Puis après, du chiffre d'affaires. Exactement, parce qu'on vend notre outil au sein des hôpitaux. Vous avez parlé de la loi française de bioéthique. Elle sera adoptée quand, normalement? Alors, le calendrier est clair. Les états généraux de bioéthique phase de concertation viennent de s'achever. Le Conseil consultatif national d'éthique rendra un avis au mois de septembre prochain. Et puis après, le gouvernement aura présenté à l'automne un projet de loi de révision de cette loi de bioéthique. Vous savez que c'est une révision qui vient tous les 7 ans. Et il y a un enjeu majeur, puisque la France, c'est peut-être le hasard de calendrier, mais c'est une responsabilité, en tout cas, aura à se prononcer sur ces questions d'intelligence artificielle, robotisation. C'est un choix important qu'a fait le gouvernement, courageux, de mettre ce sujet à l'ordre du jour, de la même manière que c'est une orientation du président du Conseil consultatif. Et d'une certaine manière, le genre d'association en fait, elle informe aussi les parlementaires, parce qu'ils ont une responsabilité énorme, les politiques. Ce que nous avons fait, nous avions été auditionnés par la mission de Cédric Villani, qui a relayé ses propositions. C'est une initiative aussi qui a été reprise dans les conclusions qu'avait rendues France Stratégie sur les impacts en termes de ressources humaines de l'intelligence artificielle. Maintenant, les termes du débat sont posés. Il faut trouver la voie de la régulation positive, garantir des principes fondamentaux, prévenir des risques éthiques qui existent, qui sont réels, et en même temps laisser la voie au développement de l'innovation. Merci, on suivra tout ça sur TV5 Monde. Merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle donc ce premier polar bioéthique sur l'intelligence artificielle sera donc publié aux éditions Beta Publisher. D'accord. Merci à vous, merci à tous les deux.